Un après-midi d'été, sur les bords de la Grande Bleue. Un de ces jours où il fait bon vivre sur la planète Terre. Une humanité insouciante, peut-être même inconsciente. À quelques kilomètres de là, un homme nous a donné rendez-vous au sommet d'une montagne. Un endroit propice à ce qu'Anatole appelle son travail. Il y consacre tout son temps et toute son énergie depuis maintenant 6 ans. Cet ancien informaticien a même quitté son emploi pour se préparer à la fin du monde. Le travail que je mène va me faire sortir du corps. Je demanderai à rencontrer des entités supérieures qui ont les clés de l'humanité pour discuter avec eux et essayer de voir ce qu'on peut faire pour 2012. Un voyage télépathique pour entrer en contact avec de mystérieuses entités supérieures. Elles lui auraient annoncé la destruction de la Terre pour le 21 décembre 2012, très exactement. Ce sera par le feu, les volcans, les tremblements de terre, et le plus important, bien entendu, c'est les eaux, c'est le déluge. Alors, comme les plaques vont bouger et vont s'élever, s'abaisser, les fonds sous-marins vont se relever, et qu'est-ce qui va apparaître? L'Atlantide. Quand l'Atlantide ressortira des eaux, ce sera la fin du monde. 2012, c'est un plan gigantesque de... un mot méchant, mais d'épuration, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça. Ouais. D'épuration de quoi? Des consciences. Les bons, c'est un examen de passage, quoi. Anatole est persuadé qu'il fera partie des survivants. C'est Jésus en personne qui le lui aurait annoncé par télépathie. Dans la nouvelle ère, il va même changer de nom. Il deviendra Antolma. Intégrer le Christ, ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Il faut vraiment construire son individu, savoir dire franchement en face une personne qui est là, voilà, je suis Antolma. Mais en fait, compte, c'est caché pour dire je suis Jésus-Christ. Obsédé par la fin du monde, Anatole a basculé dans l'irrationnel. Pour se consacrer à sa mission, il a renoncé à sa carrière et à sa vie sociale. Et tout autour du monde, ils sont des milliers comme lui à se préparer au pire. 2012, avec plus de 500 millions de pages internet, c'est un des thèmes les plus commentés du web. Sur fond de compte à rebours, certains internautes y font courir les plus folles rumeurs. De Haïti à Fukushima, l'actualité leur fournit sans cesse de nouveaux arguments. D'où viennent ces rumeurs? Qui sont ces nouveaux prophètes de l'apocalypse? Et à qui profite le business de la fin du monde? Regarde ces magnifiques arbres là-bas. Pas facile de rencontrer ceux qui croient à ces thèses apocalyptiques. Face à l'incrédulité de leur entourage, ils préfèrent en général rester discrets. Mais pour nous, Françoise a fait une exception. Fort. Il est beau celui-là. Cette ancienne professeure d'allemand, aujourd'hui sans emploi, vient ici tous les jours pour se connecter. Alléluia. En touchant les arbres, elle entrerait en contact avec ceux qu'elle appelle ses maîtres. Et devant nous, elle prétend traduire leur message. Et je peux vous dire, moi, l'elfe qui est dans cet arbre, que des inondations et des dévastations vont arriver là où l'homme a inopinément chargé Gaïa, notre planète, de résidus dont elle ne veut plus. L'arbre. Merci. C'est bien la fin des temps qu'annoncerait cet étrange rituel. Françoise se dit médium. Alléluia. Mais elle utilise aussi des références chrétiennes. C'est beau.
Merci à toi. Elle appelle ça canaliser. Mon canal s'est ouvert petit à petit parce que la première fois que j'ai commencé à recevoir des messages, c'est arrivé comme ça. J'étais... Il a fallu qu'on m'aide à remettre mes racines, quoi. Voilà, je suis canal depuis que je suis petite, parce que je t'ai dit qui j'étais avant de naître, Zarathustra. Et que je suis aussi Sainte Marie-Madeleine, réincarnée, pour servir l'humanité maintenant, pour préparer l'humanité à l'ère du Verseau. Un nouvel âge d'or qui viendrait après les destructions. C'est le credo de Françoise et des adeptes de ses théories. Si ces cataclysmes arrivent en 2012, c'est pour que les individus s'entraident, retrouvent en eux leur vraie valeur, celle de la fraternité et du respect de soi, des autres et de tout. Un discours irrationnel qui a coupé Françoise des réalités de ce bas monde. Elle a quitté son travail et même son mari, qui ne partageait pas ses croyances. Pour passer les portes de la nouvelle ère, elle a même commencé à réunir autour d'elle un petit groupe d'initiés. Que la joie soit au rendez-vous, c'est très important. L'ère du Verseau, c'est la réconciliation, la joie, l'unité, l'amour. Une cérémonie créée de toutes pièces par Françoise. Puissance divine en action, active les chakras, que la terre reçoive la bénédiction de Ayam, je suis Jésus. Elle mélange sans distinction toutes sortes de croyances. On appelle ça le New Age. Marie-Madeleine est assise à côté de Bouddha et les anges se reflètent dans des boules de cristal. Nous allons avoir un corps de lumière, ce qui fait que ces traumatismes que vont subir d'autres personnes vont les aider à réintégrer leur être divin et les attendent dans d'autres espaces-temps. Yerushalayim, tu es déjà en chaque individu, manifeste-toi. Waouh, merci. Comme la plupart des prophètes de 2012, Françoise espère survivre à l'Apocalypse grâce à ce genre de rite pour le moins fantaisiste. Frédéric Lenoir est historien des religions. Il a étudié de près les croyances apocalyptiques. Selon lui, elles s'inspirent presque toutes d'un livre dont le succès ne s'est pas démenti depuis bientôt 2000 ans. Voilà, l'Apocalypse, donc c'est le dernier livre du Nouveau Testament, donc de la Bible chrétienne. Il dit quoi ce livre de l'Apocalypse ? Il dit qu'il y aura un jour la fin du monde, que Dieu décrétera la fin du monde, que le Christ reviendra, et qu'avant le retour du Christ, il y aura beaucoup de combats, qu'on appelle des combats eschatologiques, entre le bien et le mal. Voilà, donc il y aura des tremblements de terre, il y aura des cataclysmes, des guerres, etc., que l'Église sera persécutée. Et beaucoup de croyants, dès qu'il y a des événements un peu tourmentés, il y en a toujours dans l'histoire de l'humanité, s'appuient sur ces événements pour dire c'est la preuve que nous allons vivre la fin du monde. Et ça, des annonces comme ça, il y en a eu des centaines depuis 2000 ans. Toutes fausses. Toutes fausses, évidemment, sinon on ne serait pas là pour en parler. Mais certains tentent toujours de prédire cette fameuse date. Et 2012 n'est en fait que la dernière théorie en vogue. Dans la plus grande librairie de Paris, au rayon Fin du monde, des dizaines d'ouvrages affichent cette date en référence à une très ancienne prophétie, celle des Mayas. Selon les croyances de ce peuple précolombien, le monde se régénérerait tous les 5000 ans. Et le prochain cycle de ce calendrier s'achèverait justement le 21 décembre 2012. Mais selon les anthropologues, rien à voir avec la fin du monde. Les Mayas n'ont jamais annoncé la fin du monde, ce n'est pas dans leur mythologie. La mythologie maya et le calendrier maya sont des systèmes cycliques. D'ailleurs, si vous êtes un vrai maya, le 2012, c'est ni plus ni moins pour le vrai maya que vous seriez, le changement d'une ère. On passe d'une ère à l'autre. Le vrai maya ne va pas considérer que c'est la fin du monde. Mais certains continuent pourtant d'affirmer que ce calendrier annoncerait bien l'apocalypse. Et ils tentent même de donner à cette légende la force d'une vérité scientifique. Dans la banlieue d'Anvers, Patrick Guéril, un ancien chimiste, est devenu une star de l'apocalypse. Depuis 10 ans, il a écrit plusieurs livres qui annonceraient la catastrophe de 2012.
Et c'est sur Internet qu'il traque les signes de la fin du monde. Chaque jour, je surveille plusieurs sites, comme ceux de l'université de Bradford ou de la NASA. Ils calculent la probabilité d'une éruption solaire qui pourrait anéantir notre civilisation. Ça correspondrait à un alignement des planètes pour le 21 décembre 2012. Et c'est pour ça que je suis certain de cette date. Cet astronome amateur prétend surtout être le premier à avoir percé tous les mystères du fameux calendrier Maya. Jusqu'à une période récente, 99% des gens pensaient que ce calendrier indiquait le début d'une nouvelle ère, ou un truc ésotérique dans ce genre. Mais moi j'ai découvert qu'à cette date précise, le champ magnétique du Soleil va s'inverser et créer la super catastrophe. Une inversion des pôles magnétiques du Soleil, dont la conséquence serait fatale à notre civilisation. Une vague de particules négatives va frapper la Terre et repousser le pôle sud. Le noyau de la Terre va alors commencer à tourner dans l'autre sens. Et vous pensez qu'on aura des vagues de seulement 10 mètres de haut? Pas moi. Tous les anciens manuscrits que j'ai publiés sur mon site parlent de vagues qui dépassent les plus hautes montagnes. Moi, je m'attends à des vagues d'au moins 1500 mètres de haut. Un seul continent survivrait à la catastrophe, l'Afrique. Patrick Guéril y a acheté des terres à plus de 2000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, il fait sa valise pour les montagnes du Drakensberg en Afrique du Sud, où il espère construire un bunker et fonder une communauté de survivants. Pourtant, la NASA a plusieurs fois démenti ces théories et la communauté scientifique n'y accorde strictement aucun crédit. André Braic, l'un des astrophysiciens français les plus reconnus, préfère en rire. Quel mélange! Il pourrait retourner à l'école, hein. Ça serait une bonne idée ça. Mais il aurait peut-être de mauvaises notes. Bon, alors là, on a un tissu d'ânerie, de stupidité. On voit quelqu'un qui n'est pas un scientifique, qui réussit quand même l'exploit en 3 minutes de dire 5 ou 6 bêtises scientifiques totales. Les fameuses éruptions solaires dont parle Patrick Guéril ne présentent en fait aucun risque particulier. Et elles sont extrêmement prévisibles. En 2012, rien à signaler. Je peux vous prévoir avec plus de certitude, en quelque sorte, quelle sera l'activité du Soleil dans 8 jours ou 15 jours que le temps qu'il fera en Corse ou en Bretagne. Donc ceci est bien maîtrisé, ceci est bien connu, et le Soleil nous assure que nous sommes tranquilles pour à peu près le milliard d'années qui vient. Dans 1 milliard d'années, les choses seront plus compliquées, mais nous en reparlerons à une autre occasion. Mais les scientifiques ne parviennent pas à se faire entendre. Face à eux, le rouleau compresseur de la rumeur, relayé par Internet. Alain Sirou dirige une revue scientifique. Alors tout ça, c'est des courriers reçus depuis des années et des années. Ces théories fumeuses, il en fait collection depuis bientôt 40 ans. On trouve, ce sont ce qu'on appelle chez nous des cranks, c'est-à-dire en fait des théories loufoques, qui sont envoyées par les lecteurs, je dirais, qui font des théories tout seuls et qui veulent remettre en cause la science en essayant d'imaginer de nouvelles théories, ou en tout cas des hypothèses folles. Autrefois, ces théories s'empilaient sur une étagère. Mais aujourd'hui, en quelques clics, elles sont accessibles à des millions de personnes. Ça, c'est pour Maya 2012. Voilà, 4 612 000 références. Dupliquez ce message des millions et des millions et des millions de fois. Faites-le passer sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Dites attention, la fin du monde, la fin du monde. Vous avez entendu parler de la fin du monde, vous imaginez un immense univers bourré de couloirs où chaque couloir a un écho, fin du monde, fin du monde, fin du monde. C'est Internet. Et on a l'impression que, parce que c'est répété, parce que ça prend une grande taille, eh bien c'est réel. Tellement réel que la peur de la fin du monde a même fait naître un véritable business de l'autre côté de l'Atlantique. À près de 2000 mètres d'altitude, les montagnes de l'Utah, au nord-est des États-Unis. Pour ceux qui auraient envie de s'aventurer sur sa propriété, Al a fait poser ce panneau sur le portail.
Si vous êtes assez près pour lire ce panneau, vous êtes à la bonne distance pour qu'on vous tire dessus. Un terrain de quelques hectares qu'ils se partagent avec plusieurs amis. Ils l'ont acheté tous ensemble pour se construire une dizaine d'installations comme celle-ci. À 6 mètres sous terre, des bunkers. Et de quoi survivre plusieurs semaines en se coupant du monde. Ça se soulève comme ça. Il y a des vêtements en coton, des chaussettes, des sous-vêtements, des brosses à dents. Sous le sol, il y a encore des stocks de nourriture. Ici, c'est la pharmacie, aspirine, ibuprofène. Et ça, ce sont les couchages pour les personnes en plus. Ceux qui n'étaient pas prévus, mais qui sont quand même venus. Pour les accueillir, nous avons 14 hamacs en plus. Et moi, dans mon abri, j'ai fait installer la chasse d'eau dans les toilettes. Ensemble, ils se préparent à survivre à l'apocalypse. Tremblement de terre, explosion nucléaire ou même attaque bactériologique, ils ont vraiment tout prévu. L'électricité est un luxe en temps de guerre. Donc nos systèmes d'aération marchent aussi manuellement. L'air descend dans ce tuyau. Au besoin, ces deux parties du tuyau seraient connectées ici à ce filtre à particules nucléaires, bactériologiques et chimiques. Et ici, j'ai une radio amateur avec ce micro. Je peux le brancher ici et l'utiliser pour recevoir ou émettre des messages. Je peux entendre ce qui se passe dans le monde entier. Je peux même mettre le casque et tourner la manivelle en même temps que j'écoute la radio. C'est un moyen de ne pas s'ennuyer pendant ce travail répétitif. Paul, Peter et Al sont des mormons fondamentalistes. Ils prennent la Bible au pied de la lettre et croient au retour de Jésus sur la terre après 2012. Après le retour de Jésus, la terre deviendra un lieu paradisiaque. Un monde renouvelé, merveilleux, sans maladie, sans pestilence, sans problème, et les gens ne mourront plus. Mais il n'y a que les justes qui vivront pendant 1000 ans. Et c'est pour ça que nous devons être moralement irréprochables. Conformément à la Bible, avant cet âge d'or, l'humanité serait confrontée à l'apocalypse. Je ne sais pas quand Jésus reviendra sur Terre. Personne ne le sait. Mais ce que je sais, c'est que le monde sera horrible juste après l'apocalypse, avec plus de morts qu'on ne peut l'imaginer. Alors pour survivre, les trois amis ne comptent pas que sur les évangiles. Un gilet pare-balles pour arrêter ce genre de munitions. Des fusils, des mitraillettes, des pistolets, des munitions. C'est important pour survivre? Oui, d'abord parce que nous vivons dans une région riche en gibier, mais aussi à cause du facteur humain. Si nous devons nous défendre, pas de problème. Nous sommes tous très entraînés à l'usage des armes à feu, et nous en avons toujours une sur nous. Les Écritures disent, si tu es préparé, tu ne dois pas avoir peur. Se préparer, c'est augmenter ses chances. Peter, Paul et moi, on n'aura pas à se demander ce qu'on a oublié. Ça fait des années qu'on s'y prépare et qu'on a tout ce qu'il faut. La seule difficulté, ce sera d'arriver ici à temps. Il y a plus d'1 heure de route entre ici et chez nous. Et ça, c'est en voiture. Alors imaginez un peu à pied. Moi, je fais souvent des prières pour qu'on me dise au moins 24 heures à l'avance qu'il est temps de venir ici. N'importe qui peut en faire autant. Il suffit d'être réceptif au message du Saint-Esprit et au signe avant-coureur. Dès que je sentirai que ça arrive, je sauterai dans ma voiture et je viendrai ici. Pour ces fondamentalistes chrétiens, 2012 est le prétexte d'un prosélytisme religieux.
Et pour Paul, c'est aussi un business. Dans cette usine, c'est lui qui construit les fameux abris. C'est un tube d'acier de haute qualité, ce qui lui permet d'être souple en cas de choc. Il les vend 40 000 € l'unité. Et depuis quelques années, les affaires marchent plutôt bien pour lui. Nous avons construit le premier abri en 1985, au plus fort de la guerre froide. La production varie d'une année sur l'autre en fonction de l'actualité. Il est évident qu'après le 11 septembre, on a été très occupés. C'est un peu comme être un docteur quand il y a des désastres. C'est bon pour le business, malheureusement. Et Paul n'est pas le seul entrepreneur à qui 2012 donne le sourire. C'est un pistolet à simple action. Tu dois le recharger à chaque fois. Aujourd'hui, la petite Genesis, 9 ans, n'a pas classe. Fais attention, c'est là qu'il faut mettre les balles, voilà. Mais elle a tout de même un professeur particulier, c'est sa maman, Robin Peterson. Repose ta joue sur le fusil, comme si c'était un oreiller. Tu rentres un chargeur, tu pousses ici, et ça recharge. Robin est instructrice diplômée en armes à feu. Elle est aussi ce qu'on appelle une survivaliste, une chrétienne convaincue qui prépare sa famille à survivre à l'apocalypse. Pourquoi les armes peuvent-elles vous aider pour 2012 ? Le problème, ce ne sont pas vraiment les catastrophes naturelles, puisqu'on ne peut pas les éviter. Mais après chaque tremblement de terre, regardez ce qui se passe. Les gens s'attaquent entre eux pour se voler de la nourriture. Et les armes à feu deviennent alors essentielles à la survie. Dis au revoir à Barbie. Elle va servir de cible. Un entraînement qui semble beaucoup amuser les enfants. J'essaie d'avoir la Barbie. Ouais, je l'ai eu. Je l'ai touché directement dans le cou. C'est vraiment un bon tir. Et leur préparation ne se résume pas aux armes à feu. Moi, je sais filtrer l'eau. Et comment tu fais ça? Il faut utiliser ton t-shirt. Tu le déchires, tu le mets sur un récipient et ça filtre l'eau. Sa grande sœur Angelica, quant à elle, a appris à trouver dans la nature toutes les plantes utiles à la survie. Il y a cette plante qui s'appelle le millefeuille. Elle arrête les hémorragies et on peut l'utiliser aussi en tisane pour se calmer. Chacun doit pouvoir être une armée à lui tout seul, au cas où on serait séparés ou perdus. Ils doivent être indépendants, oui, mais aussi savoir travailler en équipe. Et Robin n'entraîne pas que ses propres enfants. Un énorme désastre vient de se produire, une éruption solaire. Il n'y a plus d'électricité, pas d'essence, plus de nourriture dans les magasins. Il y a des émeutes et les gens commencent à paniquer. Pour elle aussi, 2012 est devenu un business. Elle propose à des familles d'apprendre des techniques de survie inspirées des entraînements de l'armée américaine. Pourquoi faudrait-il se cacher des autres survivants? Parce qu'ils pourraient nous voler nos affaires. Take your stuff. Okay. Pour faire connaître son entreprise, elle troque sa Kalachnikov contre des talons aiguilles. Ce matin-là, elle donne une conférence dans un endroit prédestiné. C'est le funérarium de Colorado Springs. Son objectif, recruter de nouveaux clients et de nouveaux investisseurs. Cette prophétie pourrait finir par se réaliser. Il y a le calendrier Maya, la fin des temps annoncée par la Bible, et des menaces tout à fait réelles, comme les éruptions solaires, sans parler de l'alignement des planètes. Et regardez l'augmentation spectaculaire des catastrophes naturelles. Après leur avoir rappelé toutes les raisons de croire à l'apocalypse, elle va leur proposer ses services. Les gens me demandent, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je pense qu'il ne faut pas pleurer sur son sort.
Chacun doit se prendre en main, s'informer et s'entraîner. Moi, je construis une grande communauté qui accueillera 300 survivants. Il y aura des générateurs d'électricité, de l'eau, de la nourriture et aussi une milice et des abris souterrains. Un camp retranché dans les montagnes rocheuses. Les places sont à vendre, mais tout le monde ne peut pas être candidat. Les familles candidates devront poster sur mon site internet une lettre de motivation ou une vidéo pour être sélectionnées. Je les choisirai en fonction de leurs valeurs morales. Et s'ils veulent rendre publique leur vidéo, les gens pourront voter pour eux, exactement comme à la Star Academy. 2012 est aussi pour elle un moyen de propager les valeurs chrétiennes auxquelles elle adhère. Quand j'étais petite, je faisais toujours des cauchemars au sujet de la fin du monde et du retour de Jésus. Les médecins disaient que j'étais déprimée, mais ça n'avait rien à voir avec de la dépression. Je me sentais simplement concernée par ce qui allait se passer. D'ailleurs, je fais toujours ce genre de rêves et ils sont très réalistes. D'aucuns diraient que c'est tout simplement mon destin. D'ailleurs, chacun peut s'en remettre à sa propre révélation car je suis convaincue que Dieu est bien réel. Un travail, mais aussi une vocation religieuse qui la pousse à rechercher en permanence de nouveaux moyens pour développer son activité. Aujourd'hui, dans la région de Denver, elle est venue visiter cette grotte. Un dédale de plus de 3 km de profondeur. Le lieu est à vendre et Robin envisage de l'acheter pour en faire un de ses futurs abris souterrains. Si je voulais allumer un feu, comment ça se passerait pour la ventilation ? Il vaudrait mieux éviter de le faire dans une petite pièce isolée, mais dans un endroit comme celui-là, pas loin de l'entrée, ça ne poserait sûrement pas de problème. Vous pensez que c'est un bon abri pour survivre ? Oui, dans une grotte comme celle-là, on pourrait sûrement loger au moins 1000 personnes. Ça serait un projet génial d'avoir un lieu comme ça. Pour Robin, le lieu est idéal. Mais sa famille semble un peu moins enthousiaste. Ça vous plairait de vivre dans une grotte comme celle-là ? Si on était obligé, pourquoi pas ? Mais si j'ai le choix, je préfère quand même vivre dans une maison. Mais d'après Robin, ses filles n'auront sûrement pas le choix. Car selon elle, les signes de la fin des temps sont déjà bien visibles. À commencer par l'effondrement des valeurs chrétiennes dans nos sociétés modernes. Je vais vous donner un exemple. Allez dans une librairie ou dans une vidéothèque. À votre avis, combien y a-t-il de films ou de livres qui conviendraient à Jésus ? Et tout ce qui n'est pas conforme à son enseignement doit être brûlé, nettoyé de la surface de la terre pour qu'il puisse revenir. Tout ce qui ne plaît pas à Jésus sera détruit à la fin des temps pour purifier le monde. Alors, imaginez un peu l'ampleur des destructions que ça va occasionner. Une place dans un bunker pour une famille nombreuse se négocie aujourd'hui jusqu'à 2 millions d'euros. Pour répondre à la demande, des projets immobiliers voient le jour aux 4 coins des États-Unis. Il y a quelques mois encore, Larry Hall construisait des buildings. Mais aujourd'hui, au beau milieu des plaines du Kansas, dans un lieu qu'il tient à garder secret, ce businessman a décidé de consacrer tout son temps à un projet pharaonique. J'espère que vous n'avez pas le vertige. 60 mètres de profondeur, l'ancienne rampe de lancement d'un missile nucléaire. Larry l'a racheté pour une bouchée de pain. Ici, c'est le 7e étage. Ce sera la partie résidentielle. La piscine, elle sera tout en haut. Encore 6 mètres. Un sarcophage de béton conçu pour résister aux attaques nucléaires. Derrière ces murs de 3 mètres d'épaisseur, Larry va construire un complexe totalement autosuffisant. Ici, il y aura des plantations et des bassins d'aquaculture. Nous produirons des fruits et des légumes bio. Nous aurons aussi 3 espèces de poissons. Tout ça viendra compléter les stocks de nourriture entreposés. Ils sont prévus pour durer 5 ans. Derrière ce discours pragmatique, Larry cherche surtout à mettre en avant le potentiel commercial de son projet. Ici, il y aura l'étage des machines. Ici, une bibliothèque et une salle de classe.
Ici, un bar avec une salle de cinéma. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages de logement. Et pour surfer au mieux sur les rumeurs apocalyptiques, les appartements seront livrés à l'été 2012. C'est là qu'on était aujourd'hui. Ça fait environ 600 mètres carrés. Il y a 3 chambres, 2 salles de bain, une buanderie entièrement équipée. Cerise sur le gâteau, chaque logement aura même une chambre avec vue. Les fenêtres feront environ 1 mètre sur 2, contrôlées par ordinateur. Vous pourrez avoir une vue sur une montagne ou sur les rues de Paris si vous préférez. Et si Larry a autant soigné les détails, c'est que lui et sa famille font aussi partie des futurs habitants de ce camp retranché. Ici, vous avez une chance de survivre très longtemps, sans souffrir de problèmes psychologiques. Vous pourriez même en faire votre résidence principale si vous le voulez. Ce serait tout à fait possible. D'ailleurs, je ne fais pas que construire ce bunker. J'ai moi-même acheté l'un de ces étages. Et pour tout vous dire, je dors mieux la nuit en sachant que j'ai un endroit de ce genre disponible pour moi et ma famille. Malgré leur prix prohibitif de 1,5 million d'euros, Larry a déjà vendu presque tous les appartements grâce à un discours commercial imparable. Dans cette nouvelle arche de Noé, il assure que ses clients pourront vivre au moins 10 ans totalement coupés du monde. Pourtant, ce bunker ne leur sera peut-être d'aucun secours. En matière de prophétie, le pire est toujours à venir. Et selon les dernières théories à la mode, ce ne sont pas des cataclysmes, ni même le retour de Jésus qu'il faut attendre pour 2012, mais l'invasion d'une civilisation venue d'une autre dimension. La porte d'entrée de cet autre monde serait une montagne du sud de la France, le mont Bugarache. On y croise souvent d'étranges randonneurs venus préparer cette rencontre du troisième type. Ils sont persuadés qu'en 2012, ce paisible massif des Corbières verra arriver les premiers émissaires de ces civilisations extraterrestres. Puisque c'est un endroit qui est ouvert sur d'autres dimensions, en profiter pour utiliser cette énergie particulière pour nous faire un soin. Pour préparer 2012, ils sont venus écouter des messages dans une langue encore inconnue sur la surface de la Terre. Comme les autres stagiaires, Daniel a payé 80 € pour ce week-end de méditation. D'après le calendrier Maya, il va se passer des choses. Pourquoi pas la venue justement de civilisations qui seraient là justement pour nous venir aider à ce moment-là. Peut-être qu'il y aura des apparitions, certainement des retrouvailles avec peut-être d'autres civilisations que l'on nous cache depuis longtemps certainement d'ailleurs. Pourquoi pas? Le pic de Bugarache comme base avancée des extraterrestres. Le tourisme de l'Apocalypse a trouvé dans la région un terrain fertile. Pétri de symboles chrétiens et de vestiges cathares, l'Aude est une terre de légende. Certains prétendent même que le tombeau du Christ y serait enfoui. Depuis 20 ans, Jean-Jacques Bedu a écrit plusieurs livres pour décrypter cette usine à rêves. À quelques kilomètres de Bugarache, dans la librairie de Rennes-le-Château, les touristes n'ont que l'embarras du choix. Et là, je crois qu'on a tout, on a le Graal, on a le Da Vinci Code, on a les Cathars, les Templiers, les arts divinatoires, et puis là évidemment l'Apocalypse qui nous intéresse. C'est une région depuis de nombreuses décennies où souffle ce que j'appellerais l'esprit du Graal. Et depuis les années 30, beaucoup de personnages, parfois des illuminés, se sont intéressés à toutes ces thématiques et ont trouvé peut-être un petit peu refuge
dans cette région qui a été traversée par les Templiers, les Cathares et puis très récemment par d'autres mystères comme celui de Rennes-le-Château. Des trésors cachés, des mystères religieux et des légendes qui ont entre autres inspiré le Da Vinci Code. À Bugarach, les extraterrestres viennent s'ajouter à une longue liste de croyances. Vous n'avez pas d'autres modèles ? Bugarach est un petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle une montagne inversée. Bon, il y en a très peu dans le monde, c'est-à-dire que les couches géologiques inférieures se retrouvent en haut. Donc certains en ont fait un lieu tellurique particulier. Et parce qu'il y a cette particularité géologique, nous disent qu'il s'agit d'une piste d'extraterrestres, que les soucoupes volantes s'y engouffrent et qu'il y ait aussi à nouveau un certain nombre de mystères. Ces extraterrestres attendus pour 2012 ont surtout fait naître tout un business. À 28 ans, Emmerich en a fait son métier. Avec Amel, sa compagne, cet enfant du pays vend d'étranges cristaux sur les marchés. Pietra se chiama pietra della luna, si? Rouge. Ancrage, si? Connexion à la terre. È un tipo di labradorita. E così. Ok. Alors, je sens super légère, il y a presque comme une euphorie dedans. C'est ce que c'est? Une moldavite. Ça fait partie de la météorite, tu vois, d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est plus subtil. Forcément, au niveau de ton corps, ça ne va pas réagir comme une pierre qui vient de la terre. Ok. Combien de personnes? 6. Ci vediamo alla 3. Quoi? Ok. Emmerich et Amel ne se contentent pas de vendre des cristaux. Ils proposent surtout des stages à ces touristes d'un nouveau genre. 77 € la demi-journée pour découvrir les soi-disant preuves d'une vie extraterrestre. Donc ici, c'est une maison qui a été construite sur un ancien site druidique. C'è una energia molto forte, si, bella. Et bienvenue à tout le monde. Pour capter cette énergie, Emmerich utilise d'étranges crânes en cristal. Les crânes de cristal, ce sont les gardiens des connaissances ancestrales. Ils portent vraiment toute la connaissance de nos ancêtres, ici sur Terre et même ailleurs, puisque d'après les Mayas, les premiers crânes de cristal sont arrivés sur Terre des initiateurs venus du ciel. Celui-là a déjà 6 hémisphères cérébraux et il a ici des ouïes. Voilà, donc ça permet simplement de se connecter à peut-être d'autres formes de vie. Aujourd'hui, voilà, le grand esprit a voulu qu'on soit beaucoup, c'est super. Donc on va essayer de rentrer là quand même tous confortablement. D'après les Mayas, c'est même pas d'après les Mayas, puisque la NASA aussi est très bien au courant, nous sommes en train d'effectuer un saut quantique. C'est-à-dire que la Terre, et même plus, et donc nous avec, on est en train de passer à un nouveau stade d'évolution. Donc les crânes de cristal contiennent les programmes d'évolution jusqu'au 21 décembre 2012. Ces crânes, d'origine prétendument extraterrestre, sont en fait fabriqués en série. À l'origine de cette croyance, un simple canular lancé par un antiquaire français au XIXe siècle. Mais Emmerich, lui, semble toujours croire à cette vieille légende. Donc cette méditation, elle nous permet d'augmenter la fréquence vibratoire de notre corps pour mieux pouvoir voir et ressentir ce qui se trouve là-bas dans cette forêt magique. Après avoir élevé leur niveau vibratoire, les stagiaires sont fin prêts pour une promenade, pas comme les autres. Emmerich prétend les emmener découvrir, derrière les apparences, les signes d'une autre réalité. Quand vous marchez dans des lieux sacrés, on est en multidimensionnel. Vous pouvez faire le choix uniquement de voir des arbres, un sol et des rochers bien sympathiques, ou alors d'ouvrir votre perception à autre chose. Dans les forêts du mont Bugarach, Emmerich Blanc les a vus. Et il affirme déceler un peu partout des signes de leur présence. Voilà, là on arrive
au lieu que l'on appelle les roches tremblantes. Si vous regardez bien, il y a un être là, dans la roche, qui peut ressembler à une sorte de serpent et qui représente une des races extraterrestres, mais qui sont ici depuis très longtemps, la race reptilienne. Ouais. Le dernier là, il avait l'air pas content. Il y a un rocher comme ça, il ressemble un peu comme un requin ou un vieux esprit comme ça. Voilà. Ouais, je le vois. Voilà. Ce qui est prévu pour 2012, c'est le retour de ce qu'on appelle les frères et sœurs des étoiles à la conscience et puis à la réalité quotidienne. Et ça y est, c'est en train de se passer ici dans les Pyrénées depuis quelque temps. Voilà, on n'arrête pas d'entendre des ovnis par-ci, des ovnis par-là, sur le piste d'autoroute, on les a pris en photo, en vidéo. Alors ça ne veut pas dire que tout de suite, de but en blanc, voilà, tout le monde pourra voler, se téléporter. Voilà, il y a des sauts quantiques qui se font au fur et à mesure et qui préparent les gens à vivre dans cette dimension. Et ça veut dire qu'un jour, on pourra voler et se téléporter ? Bien sûr. Il y en a qui savent déjà le faire sur Terre depuis longtemps. Donc allez-y, là je vous laisse un petit peu regarder, ressentir, vous asseoir. Des affirmations dignes d'un film de science-fiction. Mais pour Emmerich, elles ne font apparemment aucun doute. Et si nous ne parvenons pas à percevoir ces réalités, c'est qu'il nous faudrait davantage préparer notre conscience. Rien ni personne ne peut arrêter ce qui est en train de se passer maintenant sur Terre. C'est un plan, c'est un processus, c'est écrit depuis la nuit des temps. Tout ce que je peux dire, et c'est pour moi le plus important, c'est que tout le monde saura exactement où il faut, quand la cloche sonnera. Donc à chacun de rester dans sa confiance, de suivre les signes, de suivre les synchronicités, et on arrivera tous là où on doit arriver. Si je meurs en 2012, c'est que c'était mon destin ? Peut-être. Pour échapper à ce destin tragique, une seule solution, méditer et apprendre à percevoir les signes. C'est aussi la raison pour laquelle Daniel et ses amis sont venus à Bugarache. Nous les retrouvons à la fin de leurs 3 jours de randonnée dans la région. Je te lave les pieds comme Jésus l'a fait pour ses disciples, ses apôtres. À ton tour, fais-le pour tes frères, fais-le avec amour et humilité, fais-le en mémoire du Fils. Au cours de leur séjour, ils se sont livrés à toutes sortes de rituels destinés à élever leur niveau de conscience. Au terme de cette préparation, ils auraient eux aussi des informations à nous révéler sur les extraterrestres. Certaines races seraient dangereuses pour l'humanité. Avides de pouvoir, elles seraient arrivées sur Terre il y a déjà longtemps. Et elles auraient même conclu un pacte avec le gouvernement américain. On est sous l'emprise de gens qui gouvernent, qui sont au service d'une mafia même de l'espace. Bon, là on ne peut pas rentrer dans les détails. Hein, et qui, depuis plusieurs siècles, asservissent l'espèce humaine. Voilà. Ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que la vibration s'élève dans chaque être. Parce qu'à partir du moment où elle commencera à s'élever, que les gens prennent conscience, on le voit d'ailleurs dans tous les événements qui sont produits en Afrique du Nord et partout, ce sont des révolutions orchestrées par qui ou par quoi, on ne peut pas le savoir exactement. Mais je pense personnellement que c'est une élévation de la conscience qui se fait et que les gens se rendent compte de ces manipulations-là. Vous avez des gens qui ont été assassinés parce qu'ils allaient dévoiler des choses. On le sait. Comme qui par exemple ? Kennedy allait dévoiler ce qui se passait, et ça n'a pas plu, ce qui se passait dans le désert du Nevada, la zone 851. Les contacts avec les extraterrestres en fait. Voilà, donc la CIA est très puissante. Hein. Très puissante. Une incroyable théorie du complot intergalactique. Certains de ces stagiaires la considèrent pourtant comme une évidence. Et ils s'étonnent même que nous n'en ayons jamais entendu parler auparavant. Bon, pour vous, il n'y a rien d'étonnant à dire que les extraterrestres sont parmi nous. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je comprends pas que... non, mais ça peut être compréhensible qu'il y en a qui... C'est moi qui suis peut-être en avance, ce que je vous ai dit. Oui, on est différent du commun des mortels, c'est sûr. C'est comme la théorie des cordes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a un chercheur qui a trouvé ça, évidemment il est
C'était hors système, on l'a montré du doigt, etc. Et puis quand il a démontré que le monde était fait de couches superposées les unes aux autres, qui vibraient, chaque couche vibre à son rythme, et on passe. Les gens qui disent, qui voient des soucoupes volantes partir, tout d'un coup, ils voient une soucoupe, ils disent elle file à des allures, tout d'un coup elle est là, elle part et elle disparaît. En fait, elle ne disparaît pas, elle prend un couloir, ils prennent des couloirs interdimensionnels. C'est comme ça que nous on ne les voit plus. Des croyances étonnantes et généralement inoffensives. Depuis quelques mois, des dizaines de stages de ce genre ont fait leur apparition à Bugarache. Et comme la plupart des autochtones, le chauffeur du petit train touristique préfère en rire. À gauche, et vous regardez tout à droite, avec paraît-il à la cime, une piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Mais à l'approche de 2012, la réputation de Bugarache a aussi attiré dans la région certaines pratiques nettement moins recommandables. En caméra cachée, nous nous rendons chez un homme qui prétend pouvoir soigner toutes sortes de maladies. Il commence par dérouler devant nous un CV, pour le moins impressionnant. À l'époque de Jésus, j'étais Pierre. En passant, avant, j'ai été à Kélaton, donc après l'Atlantide, je suis arrivé en Égypte. Voilà. Et puis la peinture, c'est simple. J'ai été Giotto, le peintre Giotto, et Giotto a été Léonard de Vinci. L'homme affirme pratiquer la médecine du futur, celle d'après 2012. En fait, je ne guéris rien. Je ne suis qu'un canal. Je vais donner les clés pour que la personne se guérisse. Et à ce moment-là, c'est 100% de guérison si la personne est dans l'intention de se libérer. Si tu prends les clés en main, hop, ça y est, c'est fini. 100% d'intention de guérir, c'est 100% de guérison. C'est ce que faisait à l'époque Jésus. Hein. Ça, c'est pas un scoop, c'est comme ça. Même un cancer en phase terminale peut s'arrêter de suite. S'il y a une prise de conscience, pourquoi j'ai ce problème? 50 € pour 2 heures de discussion. Le pseudothérapeute exploite sans scrupule le désespoir des malades. Il prétend même avoir percé les secrets de l'immortalité. Mes cellules se régénèrent et à ce moment-là, je peux vivre 15 000 ans. C'est aussi simple que ça. On n'a plus à mourir physiquement. Parce que la mort, c'est une création de l'illusion de la 3e dimension. Devant l'afflux de ces étranges visiteurs, les 195 habitants du village ont fini par s'inquiéter. Ah, le chat! Oh, que tu es beau! À commencer par monsieur le maire, qui se serait bien passé d'une telle publicité. Oui, alors donc ça, c'est l'objet d'un photographe local qui s'est amusé à faire un montage sur le délire des extraterrestres. Il a dressé une liste de ses stages de préparation à 2012. Officiellement, il s'agirait d'activités associatives. Il ne peut donc pas les interdire. Une nef venue des étoiles et habitée par un peuple intraterrestre relié au Graal cristal. Ce lieu se réveille, réactivant les 12 chakras de la Terre. Opération Genesis, installation des vibrations du génome céleste, le secret de l'œuf du phénix pour la nouvelle ère. Il y en a même un qui mange la Terre, alors franchement, ça faut le faire. Et ça vaut quand même 550 € pour 4 jours. Et tu n'es pas logé ni nourri, hein. Je suis pas là pour les empêcher, hein. Et donc j'accepte, hein, c'est sans problème. Mais ensuite, à charge pour moi quand même de voir, et avec les autorités compétentes, de voir si c'est complètement dans la légalité et que ça ne va pas à l'encontre des libertés. Ce que craint Jean-Pierre Delors, c'est l'installation de sectes dans sa commune. D'après le dernier rapport de la Miviludes, l'organisme gouvernemental de lutte contre les dérives sectaires, la peur de la fin du monde en 2012 est l'un des principaux thèmes utilisés par les sectes pour manipuler leurs adeptes. Dominique et Isabelle en ont été les victimes. Pendant 21 ans, ils ont fait partie de ce groupe. Des avocats, des fonctionnaires, une quinzaine de personnes qui vivent toutes sous l'influence d'un maître spirituel dont l'emprise repose sur la peur de la fin du monde. On serait élevé par des extraterrestres dans un vaisseau et pendant ce temps-là, la Terre aurait été renouvelée, détruite et reconstituée et nous, à ce moment-là, on aurait été remis sur cette Terre renouvelée. Le Christ, les extraterrestres, grosso modo, pour lui, c'était la même chose. Voilà. Dans tous les bons films de science-fiction, en fin de compte, vous allez les retrouver dans son enseignement. C'est bienvenu dans le monde irréel des sectes. Le maître, le voici.
Robert Lédine. Il y a 2 ans, il a été condamné à 15 ans de prison pour viol et abus de faiblesse. Il a fait appel du jugement. Pendant 21 ans, Isabelle et Dominique lui ont donné tout leur temps et tout leur argent. Les femmes du groupe devaient aussi avoir avec lui des relations sexuelles. Toutes ces choses-là, en fait, vous purifient, vous participez à purifier d'autres personnes et vous êtes amené aussi à purifier le monde et à pouvoir sauver d'autres personnes. Il disait qu'il était Élie, Moïse, Jean le Baptiste, Tang, Dieu, c'est pareil. Après, il avait reçu qu'il était le saint élu, le 3e Messie. Voilà. C'est bien la peur de l'Apocalypse qui maintient les adeptes sous l'emprise du maître. Isabelle et Dominique sont prêts à tout sacrifier pour continuer à faire partie des élus. Des êtres à l'heure actuelle, que ce soit Bugarache ou autre, des êtres disent voilà, il va se passer peut-être en 2012 quelque chose. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Mais on ne veut pas mourir, nous, mais on ne veut pas que nos familles non plus meurent. Donc de ce fait, vous êtes capable de tout. Voilà. On aurait été prêts à tuer. Il nous disait régulièrement, est-ce que vous seriez prêts à combattre pour moi? Mais on le disait, bien sûr. Vous vivez tout le temps dans la peur. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui que tous les adeptes qui en font encore partie, s'ils en font partie, c'est qu'eux aussi, ils vivent encore sous la crainte. Malgré son incarcération, le maître a toujours des adeptes. Ils craignent la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Mais dès le lendemain, si nous sommes toujours là, d'autres dates seront avancées. Depuis la chute de l'Empire romain, pas moins de 183 prophéties ont déjà annoncé à tort la fin du monde.